François Bon, 1925-2025. Faites le compte avec votre calculette. On est pile à 100 ans de distance. Et miracle pour nous qui passons du 5 mars au 6 mars, du 6 mars au 7 mars et du 7 mars au 8 mars, maintenant en 2025, si on se reporte de 100 ans en arrière pour l'année 1925 dans la ville de New York, on passera en même temps du 5 mars au 6 mars, du 6 mars au 7 mars, avec juste une petite différence, c'est que ce qui était le 7 mars 1925 à New York était un mardi, alors que pour nous c'est un lundi, et aujourd'hui même, pour eux, le 8 est un mercredi, tandis que pour nous, c'est un mardi. Pour le reste, ça ne change rien, et j'ai décidé de traiter les deux journées ensemble. Alors, est-ce que je dois m'excuser? Non, il y a eu un petit PDF pour le 7, un petit PDF pour le 8, et on me l'a dit d'ailleurs dans les amis, les 112 que vous êtes à suivre, à participer, et avoir compris que c'est quelques frais et puis tout ça et quelques soucis aussi, et que c'est bien là de matérialiser là, ce soutien. On dirait que ça concerne pas tout le monde. C'est Lovecraft, j'ai jamais lu Lovecraft, ça m'intéresse pas Lovecraft. Ouais. Mais la littérature, mec, tu crois qu'on parle pas de Kafka, tu crois qu'on parle pas de Marcel Proust, et tu crois pas qu'on parle surtout de ce que c'est écrire pour nous aujourd'hui. Je reprends le titre de ce monsieur-là, ce monsieur Esti Yoshi, que chaque vidéo, chaque journal, chaque fois, scrupuleusement, on remercie pour tout le travail qu'il nous a permis. Et si je retourne le livre, là, c'est Lovecraft et plus Esti Yoshi, et son titre, c'est Lovecraft and the World in Transition. Vous croyez qu'on n'y est pas, nous, dans un monde en transition obscure, en transition violente, en transition glauque, mais aussi en transition de toutes les merveilles de l'art, de la science, de l'invention, y compris la littérature. C'est bien de la vieille complexité de l'homme dont il est question ici. Par contre, on a ce document extraordinaire, tandis que je le retrouve dans mes petits carnets. Tiens, non, il était resté ici. Non, c'est même pas celui-ci. Ah, voilà, le carnet de 1925 qu'utilise rituellement chaque jour Howard Phillips Lovecraft, remplissant ces petites cases chaque soir, chaque matin. Ça, c'est difficile à savoir. On est dans un temps continu pour scrupuleusement faire mémoire de, non pas simplement sa vie à lui, mais de quoi établir le journal de ses activités, en rendre compte, par exemple dans les lettres qu'il écrit à Sonia, son épouse, quand elle n'est pas à New York, ce qui rend aussi, ce qui fait de ce carnet un théâtre, ou tout simplement ces deux vieilles tantes, Lillian et Annie, restées en Providence. Je dis vieilles, elles ont 68, 70 ans, moi j'en ai 72, alors qu'est-ce que je devrais me dire? Oui, mais une dimension supplémentaire étant ce Kalem Club, ce groupe de types concernés par la littérature, poètes, critiques, pigistes, comme on va le voir aujourd'hui, ou simplement libraires, amoureux des livres et amoureux de l'histoire des lettres. Et peut-être que ça passe avant tout là. C'est ce à quoi faussement on essaye de réduire Lovecraft. Non, Lovecraft, c'est pas quelqu'un qui se réduit à des questions là, de tentacules ou des questions de monde souterrain. Non, c'est quelqu'un qui dit « J'écris sur la peur parce que la peur, c'est le principe le plus universel qui fait cheminer l'homme vers lui-même. Et quant au monde, il dit « Je ne suis pas de ce monde ». Ça veut dire quoi? Je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire que, justement, dans cette distance-là, on cherche ce basculement. Alors, ce qui est difficile aussi pour moi, c'est une raison là, de ce bref prologue là, sur le 7 et le 8 traités ensemble, c'est que t'as pas le repos du dimanche. Même le dimanche, c'est souvent le jour le plus dense pour eux. C'est là où ils font leur balade, c'est là où ils lisent le Sunday Times. Alors des fois, toi, tu te dis, le matin, il faudrait recommencer, se réinstaller dans une routine. Non, puis il y a tout le travail à côté. Tenez, là, par exemple,
je l'ai trouvé, le WPA, le Guide of New York City. Vous savez, de ce Writers Project Guide, cette agence fédérale constituée au cœur même de la Grande Dépression comme soutien aux auteurs. 10 000 auteurs en bénéficieront avec dans l'idée de rédiger comme ça des guides qui pourraient concerner toute la surface des États-Unis, y compris on dispose de celui de l'Alaska, on dispose de celui de Washington et on dispose de celui de New York. Et ça pose plein de questions sur ces guides que cherchait à ébaucher lui-même Howard Phillips Lovecraft sur Québec, où on a presque 100 ou 120 pages là, de rédiger. C'est pas le meilleur de ce qu'il a fait, ou ce guide sur le Vermont en ébauche pareillement. Bien là, dans le dossier, là, ce serait une récompense. Vous voulez jeter un œil, téléchargez-le en EPUB. Il viendra partout là sur votre téléphone. En tout cas, sur mon petit téléphone. La prochaine fois là, je serai à New York, là dans une rue, tu regardes. Ah, qu'est-ce qu'ils en disent, le WPA et c'est ça aussi ce projet. Mais allons, maintenant, ordinateur. Il faut quand même qu'on passe aux choses sérieuses, non? Alors, j'ai traité ensemble donc le 7 et le 8 hier parce que ça commence par une ligne très étrange. J'écris à Sonia. Alors, Saratoga, vous avez Boston, au-dessus il y a Albany. Albany, c'est la route pour se rendre à Montréal et Québec. Et là, si vous reprenez légèrement vers l'est, vous êtes dans le Vermont. Dans le sud du Vermont, il y a cette ville de Saratoga. Et là, Sonia, d'abord pour sa santé, a trouvé une famille. Et même là, elle ramène des petites confiseries qu'a offertes la dame là, qu'il emploie comme gouvernante pour s'occuper de son enfant. Alors on n'a pas de détails. Pourquoi il lui fallait à cet enfant? Est-ce que lui-même, ça peut être d'une jambe dans le plâtre, une maladie pulmonaire, en tout cas quelqu'un avec lui qui sert d'enseignante. Sonia va faire ça apparemment pendant 2-3 mois, mais là, elle revient à New York parce qu'elle a de nouveau des entretiens d'embauche, on dirait aujourd'hui. C'est du langage évidemment totalement... non, on n'a pas le droit d'utiliser des anachronismes comme ça. N'empêche qu'elle cherche... là, elle gagne 3 sous. Vous avez vu la semaine dernière à Lovecraft qui doit payer le loyer 8 $ par semaine. Elle a donné une fois 2 $, une fois 3 $. Donc, quelque chose est devenu très dur, très tendu pour elle qui avait une position comme de cadre supérieur dans cette grande chaîne de magasins. Donc, elle revient à New York pour ça. Et cette phrase de Lovecraft, elle est juste étrange parce qu'il est en train d'écrire à Sonia, ce qui explique aussi les notations dans le carnet retrouvées. Oui, hier, je suis allé chez Kirk, on est allé à tel endroit, on a fait ça, on a mangé à tel endroit. Et de l'autre côté, là, Word SH coming, il reçoit un mot. Alors, est-ce que c'est le courrier? Évidemment, navigue extrêmement bien, puisque le courrier postal, c'est évidemment complètement central. S'il s'agissait d'un télégramme, il nous aurait écrit télégramme. S'il s'était agi d'un coup de fil, d'un coup de téléphone, il a le téléphone marche sans arrêt entre ces messieurs, et il aurait dit call. Et à la limite, on se dit, mais pourquoi Sonia, si elle annonce qu'elle revient à New York, elle passe pas simplement un coup de fil? Non, lui, il est en train d'écrire à Sonia, et là, il trouve, je reviens demain, à telle heure, je serai à la gare. Et la ligne, il l'écrit, là, Write SH, et comme si tu es en train d'écrire, et le personnage à qui tu t'adresses dans la lettre, il sort sa tête là, par les pages, et dit mais j'arrive, je viens. Alors ça, c'était hier. Il a écrit la veille longuement à sa tante Annie Gamwell, et il lui donne le journal des 4 bifures des 4 derniers jours. Mais la prochaine lettre à Lillian, ça sera le 11, fin de semaine. Voici, Right Hell DC, avec là encore 4 journées rassemblées du journal détaillé qu'il envoie. Quel plaisir quand on peut coller les descriptions du journal à ses propres hiéroglyphes qui les résument.
Malheureusement, cette lettre à Annie Gamwell ne nous est pas parvenue, alors que celle du 11, là, évidemment, elle nous sert d'outil. Out with Kirk. Oh, dis donc, encore une fois, mais qu'est-ce que on s'en fiche de ce que tu as fait avec Kirk. Vous habitez l'un au-dessus de l'autre, vous êtes toujours ensemble. Bon, si je suis sorti avec Kirk, quoi faire? On est allé manger. Ah bon, voilà une histoire. Et puis après, on a été où? Chez les bouquinistes et les librairies. Oh voilà une histoire. Et puis Loveman, évidemment, Samuel Loveman était avec eux, les avait rejoint. Puis on revient au 169. Loveman repart chez lui. Alors dans la lettre du 11, on aura le détail. Ils sont allés dans une librairie qui s'appelle Madley's, qui est Columbia Have. Je sais qu'autrefois c'était à Columbus, le carrefour circulaire en bas de Central Park. Il y avait un grand Barnes & Noble. Et puis maintenant, il n'y a évidemment plus de librairie du tout dans ce coin-là. Mais Lovecraft nous dit dans la lettre, c'est ça aussi ce jeu qui est chouette avec quand on bénéficie de l'accompagnement des lettres, c'est qu'ils sont restés toute la soirée dans la librairie. Donc tu prends des livres, tu en parles, t'as vu ça, lis ça, et t'as vu lui, et puis regarde-moi comment il écrit ce bloc, etc., etc. En tout cas, c'est une occupation, mais ceux de ma génération, du temps des librairies, l'œil de la lettre, les choses maintenant, c'est triste, les librairies, vous trouvez pas. Mais pas toutes, hein. Oh là là, il y en a des biens, puis je veux garder mes copains. Et puis de toute façon, c'est plutôt maintenant les bouquinistes et tout ça, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Mais le statut symbolique du livre, est-ce qu'il est le même à 100 ans d'écart? Non. Et justement, pour nous, pourquoi là on met toutes ces choses tranquillement? Parce que c'est ça notre travail. C'est un des enjeux de notre travail. Lovecraft, A Word in Transition, travaillait sur l'histoire de la symbolique du livre. Pourquoi ça nous concerne? Pour l'histoire de la librairie? Non. Pour ce dont il s'agit, ce qu'on manipule dans l'écriture, ou bien ce que l'écriture manipule de notre vie. Et là, on y est dans notre thème. Non? Sinon, on ne serait pas ensemble. Retour, il y a ça qui est H.P. Descend. Il parle de lui tout d'un coup à la troisième personne. Lovecraft redescend. Bah ouais, tu sors de la piole, tu prends l'escalier, tu descends d'un étage, c'est la même piole juste en dessous. Lovecraft redescend pour un peu. On aurait l'impression qu'il s'excuse auprès de George Kirk de le quitter une fois chez lui. Pourquoi il avait quitté Kirk? Parce qu'il se prépare. Donc, avant-hier, le 6, il était allé à la Penn Station acheter un billet de train pour Washington. Peut-être même il a acheté son billet et celui de Kirk. Kirk le rembourse. Ils ont tout un compte ensemble avec les questions de livres. Et puis bien sûr la préparation du voyage, la répartition des achats de bouffe, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend tous ses livres sur Washington et il construit ce qu'ils vont faire heure par heure dans le séjour. La preuve, c'est qu'il dira à Lillian le 11 « Peut-être avez-vous vu ce que j'ai envoyé à Annie de ce que je me propose de faire à Washington. » Tout ça, c'est extrêmement sérieux, si sérieux qu'on laisse la journée du 7. Donc, le New York Times, on était 04 07 1925. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Par exemple, cet article ici. Vous savez, sur la 5e avenue, la Public Library, eh bien ça pour eux, c'est la grande bibliothèque, comme était la rue Richelieu pour nous, autrefois, comme a été la BPI de Beaubourg, avec ce côté populaire et de pouvoir entrer à n'importe quelle heure, parce que moi j'ai jamais fréquenté trop Tolbiac, parce que c'était plus ma génération, mais Lovecraft va souvent, en particulier avec Frank Baplong, ils y passent des après-midi entières à lire des livres. Il est allé 3 fois à l'exposition de la collection Morgan avec la mèche de cheveux de Keats et des choses comme ça.
Et devant la Public Library, donc il y a ces marches-là, comme au Met, etc., comme au City Hall, il y a toujours cette symbolique des marches, des perrons avec des colonnes, et il y a 2 lions, un lion de part et d'autre. Ce soir-là, pour la première fois, on a laissé la lumière, et là encore, on est en 1925, la lumière. Ça tombe pas du ciel, ça va se chercher, ça se fabrique. C'est des grosses génératrices diesel, c'est les centrales thermiques. Et il en faut des kilowatts pour alimenter New York. On a installé des projecteurs tout autour de la Public Library. Et normalement, à 22 heures, tout s'éteint. Cette nuit, on va laisser tout allumer, et ce sera le cas désormais. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Vous savez que derrière, il y a ce petit square, je ne sais plus comment il s'appelle, qui donne ensuite, quand on va ensuite sur Times Square, il y a ce petit square qui donne juste là, sur l'arrière de la Public Library. C'est là qu'il y a le buste maintenant de Gertrude Stein. Alors, on ne mettrait pas le buste de Lovecraft, certainement pas. Eh bien, il y a beaucoup de rendez-vous d'amoureux, et il semble même qu'ils aiment bien monter par les escaliers, les petits recoins, les petites cours, les petits avant-toits. Eh bien, c'est fini. Maintenant, on vous verra. La bibliothèque restera éclairée toute la nuit. J'avais trouvé une belle publicité de stylo plume Waterman. Bien, ouais, c'est la marque qu'il utilise. On le prend. Toujours, je fais collection aussi de ces petits dessins que... vous savez, on trouve des annonces dans le Times, le supplément du dimanche, on recherche artiste ou artiste cherche à se placer, parce que quand il s'agit de mettre en scène la rue, on n'utilise pas encore la photographie. Là, c'est une foule. Reprenez le chapitre sur la foule dans Le peintre de la vie moderne de Baudelaire, sur Constantin Guise, un livre que ne connaît pas, que n'aura pas pu connaître Lovecraft. C'est dommage, j'aurais bien offert la traduction anglaise du peintre de la vie moderne à Lovecraft. Mais il avait une anthologie de Baudelaire, mais des vers, et ça, il s'en serait pas séparé de son anthologie de Baudelaire. Qui traduit en américain Les Fleurs du Mal ? Alfred Galpin, par exemple. Qui traduit en américain Les Fleurs du Mal ? Samuel Loveman, par exemple. Et tous les deux ne traduisent pas Baudelaire de la même façon. À ça, on peut aussi reconstituer là. Simple dessin avec une foule. Alors évidemment, c'est une publicité pour les frères d'Andrea, tailleur pour homme. Mais cette tailleur pour homme, eh bien... c'est toute une stylistique, c'est toute une démarche, c'est des gens qui sont en mouvement, qui avancent le pas, ou bien qui attendent juste au bord du trottoir avec la canne ou le parapluie. C'est l'agent qui fait la circulation, parce que là, 2 filles traversent en courant, et ça ne lui plaît pas au monsieur des passages piétons, tandis qu'une voiture ici, qu'est-ce qui nous signe le fait que cette voiture, c'est pas simplement... un garde-crotte, un phare orphelin et une roue. Mais non, c'est ici le blanc qui sépare la voiture du cadre et qui nous signale que la voiture est en mouvement. Et si on regarde à l'arrière-plan, on voit les petits bonshommes perchés à l'étage. Donc on a tout un relief ici. On voit des grands magasins derrière avec là encore une enseigne qui est juste ébauchée. Les petits personnages qui deviennent minuscules jusqu'au bout. Et là, c'est un elevated. Non, elevated, c'est les métros qui passent là, sur des grandes poutrelles au premier étage. C'est juste un bus, mais un bus impérial avec les gens qui sont au balcon, au spectacle. Et quel spectacle, c'est évidemment Manhattan. J'ai relevé aussi ça, c'est à un moment donné, on regroupe des petites annonces. Instruction, alors c'est des écoles privées, des écoles de commerce. Les écoles de commerce, c'est toujours des écoles privées. Les écoles de commerce, c'est pour ceux qui ne savent pas faire autre chose. Vous savez ça, c'est toujours... Ça n'a pas changé. Hein. Bon, et... il y a aussi des studios de danse, il y a aussi des écoles de natation. On peut tout apprendre à New York. Public speaking, apprendre à parler en public. Mais quand on écrit ici pour dire que là, vous allez trouver les petites annonces concernant des écoles privées, Instruction est dans une police. Oui, cette police un petit peu là, avec des petits bitoniaux, des petits machins comme ça. C'est pas la police du journal. Voilà pour le 7. Je ne m'attarde pas, on passe au 8. Puisque Sonia arrive. Allez,
Retour carnet de Lovecraft facsimilé. Je rappelle toujours qu'il s'agit d'une numérisation faite d'après ce petit calepin original que moi j'ai touché de mes braves mains. Celle-là, j'en ai pas changé depuis. C'était au mois de juillet 2015. Et comme on est très bien accueilli à la John Hay Library, je croyais qu'il nous faudrait des gants et tout ça. Non, à l'époque, même Lovecraft, c'est pas très, très considéré. Il y a que vous fait bien sentir que les Français que ça intéresse. Et c'était même avec pitié parce que je me souviens aussi du petit journal, celui de 1933, et Remembrance, c'est la marque, c'est un petit carnet à tranches dorées comme celui-ci, un carnet de 1927 que Sonia lui avait offert à l'ex-époux, puisqu'ils sont en plein divorce pour Noël, mais ça tient au même malaise. Il attend 1933 pour l'utiliser, mais par contre, on a là des tas de notes décrites sur la composition littéraire, sur l'invention, et ce pauvre carnet, oui, cette sorte de cuir ici, là, oui, la poussière tombait dans ma main, je vais signaler, mais bon, c'était pas vraiment leur propos, mais là maintenant, au moins, il est numérisé de bonne qualité, donc sur le site de la Brown University. Et nous voilà donc au 8, et toujours ce décalage, puisque le 7, on est à peu près correct, mais le 8, là, c'est court, mais le 9 va remonter là-dessus, et on a là ces petites bulles qui s'entremêlent. Donc il se réveille tard. Se réveiller tard pour Lovecraft, c'est-à-dire quand c'est midi, il nous dit que c'est midi, donc on est plutôt vers 14 heures. Il descend retrouver Sonia. Alors ici, ce n'est pas précisé. Dans la lettre au 11, il va l'attendre à Grand Central, il va l'attendre là, à la descente du train. Et puis, tout simplement, bien, content de se retrouver, on ne perd pas de temps, on remonte sur Brooklyn, et au passage, on s'achète de l'épicerie. Il dira même à sa chère tante Liliane, eh oui, quand même, on a un peu craqué sur les groceries. Laundry, alors il va chercher, donc c'est une chaîne qui s'appelle Taylor, Taylor, qui est surtout New York, et c'est là qu'on met le linge à laver. Dans la lettre du 11, je vous ai mis un peu là, ces petits détails, mais on ne va pas s'appesantir là-dessus. Figurez-vous que la tante Annie, en prévision du voyage à Washington, lui a envoyé 6 chemises. Alors, apparemment, elle a trouvé des trucs en solde ou en promotion. Enfin, en tout cas, Providence, c'est bien moins cher qu'à New York, mais la vieille dame offre à son cher neveu 6 chemises à sa taille, à moins qu'elle ait encore ça des stocks de son vieux mari. On peut pas campercher là-dessus. Non, disons qu'elle a fait une bonne affaire à Providence, elle est heureuse de les offrir, et elle met toujours un petit billet. C'est que les deux tantes, alors Lovecraft, il y a un revenu fixe là, comme elles deux aussi, c'est chacun $30 par mois, $35 par mois, versés par un notaire. C'est les restes de liquidation au décès du grand-père, la revente de la grande maison. Mais rituellement, les deux tantes ajoutent $5 d'argent de poche par semaine. Ouais, c'est comme ça qu'on vit, et c'est comme ça qu'il tient le coup. Et bien cette fois-là, dans la lettre à Annie, il y avait aussi ce grand bonhomme de 34 ans, 75 kilos, 1m75 et quelques, qui parle avec des grands rires, une voix très haut perchée. Et quand il écrit rituellement à sa tante Liliane, à sa tante Annie, il y a toujours le petit truc dans la tête, c'est que quand les lettres reviennent, il y a toujours un petit billet qui est dans l'enveloppe, et cette fois-ci, en prévision du voyage à Washington, nous dit-il, Annie Gamwell, il en est si touché, Lovecraft qui le dit à Liliane encore de la remercier. Mais elle a mis 2 billets au lieu d'un.
Et ces choses-là, c'est ça qui nous met à l'échelle du concret, du travail littéraire. Par exemple, il ne stocke pas les chaussettes par deux, il stocke les chaussettes dans un sac à chaussettes. Dans son sac à chaussettes, le problème, c'est qu'il y en a pas mal qui ont des trous. Alors, quand il voyage, il va prendre que les chaussettes trouées. C'est pas que c'est très commun dans le voyage, les chaussettes trouées, excusez-moi du détail, mais au moins, on sait qu'on n'a pas à les laver, puisqu'elles sont trouées. Donc, on les porte tant qu'on peut, et puis ensuite, elles seront à jeter. Et alors, il a des chaussettes de rechange. Et là, on apprend, et c'est ça aussi, ces petits trucs en cascade, que ça a été le cadeau de Noël de Sonia. Sonia, à Noël, a offert à Howard 6 paires de belles chaussettes de qualité. Mais il attend le dernier moment, tant qu'il lui reste des chaussettes dans son sac à chaussettes. Pourquoi utiliserait-il les chaussettes de Noël ? Bon, on s'en fiche. Allez, restons sur le 8, donc il passe récupérer. Oui, puis il est en colère, vous savez pourquoi ? Parce que c'était... donc on prend des chemises et on ajoute un faux col. Les faux cols, on les lave soi-même. Quand Lovecraft est en voyage à l'hôtel, ou en tout cas, comme on peut, on lave ça avec un peu de savon et on le met à sécher. Et pour que ce soit bien empesé, on l'installe dans un livre ou sous un livre. Ça tombe bien, dans les hôtels, il y a toujours une Bible. Donc là, pourquoi il y a des Bibles dans les hôtels, hein ? Pourquoi vous savez pourquoi il y a des Bibles ? Il y a des Bibles dans les hôtels, c'est parce que ça sert à faire sécher les faux cols qui soient bien durs et comme s'ils avaient été repassés. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher d'autres choses bizarres. Non, c'est la raison qu'il y a des Bibles dans les hôtels. Lovecraft nous en parle tout le temps. Mais là, c'était des chemises à col rigide. On lui avait facturé un supplément par rapport au prix normal des chemises. Il n'aime pas ça. Ondine, qui fait la vaisselle, monsieur. Et puis, comme Sonia est là, on a beaucoup à se dire. Sans doute qu'on se l'est déjà dit. On va lire. Et chacun de son côté s'en va se coucher. La suite, demain le 9. Demain, on a cinéma. Vous reviendrez écouter la vidéo, j'espère. De côté, petit PDF. PDF du 8. Oui, autre chose dans la lettre. Il dit que son ami Arthur Leeds lui a donné toute une pile à lire de Reader's Digest. Quoi, Lovecraft ? Avec toutes les lectures sérieuses que tu as, tu perds ton temps avec le Reader's Digest ? Ouais, mais Arthur Leeds collabore au Reader's Digest, comme il collaborera plus tard au guide New York du WPA. Est-ce que, dans l'idée, puisque bientôt on verra Leeds et Lovecraft chercher du boulot ensemble, c'est dire... Pourquoi t'écris pas pour le Reader's Digest ? Simplement, comment le Reader's Digest publierait soit les poèmes de Lovecraft, tellement complexes, tellement allégoriques, soit même ses histoires, qui sont déjà dans un univers qui se réclame d'un univers d'épouvante. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le fantastique, c'est l'horreur. C'est Montague, Rhodes, James, par exemple. Et quelques autres. Le Reader's Digest, c'est une écriture bien plus simple. Écrire en pensant au lecteur, écrire des phrases courtes et limpides. Et vous voyez encore, j'ai même des copains qui sont contents. Oui, voilà comment il faut écrire. Ben non, les gars, c'est pas comme ça. Et le problème de Lovecraft, c'est que même si Leeds dit, mais si tu écris pour le Reader's Digest, moi je peux leur... Mais alors c'est quoi le Reader's Digest ? Moi j'ai souvenir, ça, dans mon enfance, c'était encore, il y avait ce statut, c'était traduit, on avait... je me souviens même, je lisais ça, je devais avoir 8 ou 10 ans, et dans la maison de mes grands-parents, là, au bord de la mer, il y avait des piles de vieux Reader's Digest, mais je crois que je connaissais toutes les histoires de ces trucs-là. Évidemment, il y a toujours un peu de suspense, il y a toujours un peu de trucs un peu glauques. Ouais, mais un enfant de 10 ans peut le lire et y trouver son compte. Arthur Leeds, c'est ce qu'il écrit. Everett McNear écrit pour les adolescents.
Et Lovecraft, comment il pourrait écrire pour le Reader's Digest? Alors, simplement, moi j'avais dans l'image ces numéros-là qu'on lisait dans les années 50. J'ai trouvé 2 photos parce qu'il y a des gens en vendent des lots sur eBay. Et ça, c'est le lot de tous les Reader's Digest de 1925. Vous voyez, c'est des petits fascicules. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'impression couleur de la couverture. Alors que Weird Tales, eux, ont glissé à la couverture couleur. Reader's Digest, non, c'est le truc, l'almanach des familles. Et c'est un tout petit format. Et là, mais je vous montre pas tout, mais là, c'est là-haut, je vois très bien. C'est des choses récupérées de ma propre grand-mère paternelle, mais qui vivait à Paris dans ces années-là. Mon père est né en septembre 1924, et ces petits fascicules de littérature populaire, ils s'en vendaient là, sur les trottoirs, pour tous ces gens qui travaillaient dans les bureaux. Donc j'en ai des trucs comme ça. Et Reader's Digest, la personne qui les vend sur eBay, elle a photographié avec un billet de $1, $1. $1 d'aujourd'hui, mais ça n'a pas changé. La taille. Simplement, ça me permet de nous donner l'échelle de ces tout petits fascicules qu'on lisait, dont on pense bien que là, il suffit de voir le bord du papier, comment ça s'effrite un petit peu. Alors, Reader's Digest, j'ai voulu reprendre ça. Alors, compte rendu de la journée, oui, ça tient en 1,5 ligne. C'est pour ça aussi que là, 7 avril et 8 avril, mais toujours pas de par exemple. Her plate meet has age. Il se lève tard, et puis il se prépare. Par exemple, est-ce qu'il a aujourd'hui nettoyé l'appartement, faire les poussières, comme l'autre jour il disait ça? Non, quand il reçoit ses copains, il fait le ménage. Là, Sonia revient, est-ce qu'on fait le ménage? On ne parle pas. Par contre, il descend à Grand Central la retrouver, et puis on va remonter à Brooklyn, donc on peut supposer que c'est déjà la fin d'après-midi. Et ben, de toute façon, pour arriver de Saratoga en changeant à Albany à Boston, il disait chuchotement dans la nuit, c'est quand même un sacré voyage. C'est pas le train de nuit comme quand elle revient de Cincinnati, mais c'est quand même bien 8 heures, peut-être 10 heures de train. Là, donc, avoir récupéré les vêtements et l'histoire des chemises à la laundry chez Taylor, la petite dînette qu'on se fait faire la vaisselle, tu nous dis plus rien d'autre, Lovecraft? Vous commencez à le savoir maintenant. Quand Sonia est là, il y a une espèce de repli. Puis après, Sonia partie, oui, c'est ce truc un peu gamin quand même. Est-ce qu'il faut interpréter ça dans la logique de ce divorce qui s'annonce? Je me refuse à ça. 1, parce que ça ne me regarde pas. 2, parce que c'est probablement plus complexe. C'est des superpositions de strates de personnalité. Sonia ne censure pas du tout, ni les soirées qu'il passe avec ses copains, ni les nuits blanches qu'il passe avec eux à lire, à discuter. Au contraire, il est arrivé plein de fois que Lovecraft va dormir chez Kirk et tout ça. Non, mais revient là, cette condition de mari et femme ensemble. Évidemment, il y a des soucis. Jamais oublié ça avant de parler des questions de divorce. Les soucis, c'est la santé de Sonia, et les soucis, c'est le travail et les revenus. Ou bien le fait que lui, il passe son temps dans les librairies à rigoler, à aller dans les cafétérias Tiffany. On l'a vu avant-hier avec la lettre à la tante, où il dit « Ah non, mais Tiffany, Johnson's, Downing, tout ça, non, une fois par semaine, peut-être 2. Ouais, tu parles, 1 jour sur 2, ouais. » Il peut toujours dire pour excuse que c'est Kirk qui paye ou qu'on partage les frais. Alors j'ai été voir quand même en même temps le New York Times, allons-y. On repart. Donc on est toujours 0,4, non pas les Alpes de Haute-Provence, mais le mois d'avril. On est le 8 et on est l'année 1925. Aujourd'hui, wow, en une, Babe Ruth, un de nos marqueurs, c'est le plus grande vedette, la star du baseball, le pauvre, il a la grippe. Et quand vous avez la grippe, c'est marqué en une du New York Times. Babe Ruth, oui, c'est normal parce qu'il a perdu le match, il a dû repartir chez lui, le pauvre. Oh, ça, cet article. Alors, est-ce que Lovecraft peut passer une journée sans lire le New York Times? On n'a pas le droit d'y penser.
Il y a le supplément littéraire qu'il achète, ou qu'ils achètent à plusieurs avec Kirk, et puis qu'ils se partagent les suppléments, hein, une semaine, l'autre semaine. Mais chaque jour, il y a toujours au moins une cafétéria, un gobelet de café. Dans toutes ces cafétérias, les rouleaux là, avec les journaux sont disponibles. Et puis il y a cette tradition de New York aussi que, je ne sais pas si ça vaut pour le New York Times, mais je crois bien. Ils sont dans la rue, vous savez, c'est des espèces de boîtes. Tu prends le journal, et puis à côté, tu mets ta pièce, là, de je ne sais pas combien il est, 2 cents. 2 cents. Tu prends le petit 2 cents, tu le mets dans la petite boîte, et tu prends le journal. Tu n'as même pas de vendeur. C'est même pas là, un kiosque à l'heure de la sortie du journal. Alors, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il ne le fait pas, j'en sais rien. Mais sûr qu'il ne rate pas, ça fait 4 ou 5 fois. Il y a des fouilles en ce moment près de Tunis, une ville romaine qui s'appelle... Une ville qui... Vous savez que c'est des ruines de Utica qui remontent loin, loin, loin avant l'occupation romaine. Qu'est-ce qu'on a trouvé? À quoi ça ressemble? Comment on peut l'interpréter? C'est un vrai feuilleton. J'ai traduit, toujours, vous savez, je traduis un petit texte, ça c'est mon plaisir, c'est ma récompense, c'est toujours ces jeux de curiosité. Et puis là, aujourd'hui, avec les tarifs et la chute des bourses, là, il se passe quoi? C'est comment la bourse? Alors, entre le stock exchange et les agences, et là c'est une qui s'appelle le Post and Flag, on a des coursiers comme à Paris, maintenant il y a les Uber Eats, mais les Uber Eats ou si vous voulez Deliveroo, sur l'heure de roue, mais on avait aussi ça, je me souviens les éditions de minuit. Irène, disait Jérôme, appelez un coursier, envoyez ce livre au monde. Il y avait tout ce petit trimballage là de la population cycliste. Et comme ils travaillaient pour l'édition, ceux-là, ils étaient vraiment particulièrement fiers. Simplement, ici, le gars, il y en a la veille qui n'ont pas été payés. Lui, tout d'un coup, on ne sera pas payé. Il prend une enveloppe, une des enveloppes, et il y a quoi dedans? Bien, il y a 500 actions de je ne sais plus quoi. When I got mad, began to wonder. C'est dit, ouais, bah s'ils ne me payent pas, ils peuvent toujours se machiner pour que je leur emmène l'enveloppe. Ah ouais, mais ça, tu comprends. Quand il y a des pauvres, il y a des riches, ça tourne jamais au bénéfice de l'un et toujours au bénéfice de l'autre. À vous de savoir lequel est l'un, lequel est l'autre. Ah, et alors que j'étais dans ces histoires de Saratoga, à cause de Sonia, bien sûr, launch Saratoga, huge plane carrier. L'armée américaine lance, alors c'est où? Vous voyez Philadelphie, le fleuve, là, devant. Et de l'autre côté, l'autre rive de Philadelphie, c'est Camden. C'est à Camden, donc c'est la frontière. Philadelphie, c'est la Pennsylvanie. Vous avez la Pennsylvania River, et de l'autre côté, Camden, c'est le New Jersey. C'est là, sur ces chantiers navals à Philadelphie, que se fait le lancement d'un bateau. Et on est en 1925. Donc, toujours ces grosses chaudières à vapeur, de fumée noire, machine à charbon. N'empêche qu'il est capable d'emmener 40 avions. Oui, le concept du porte-avions, c'est maintenant. Et ce Saratoga, il va partir où? En poste, ou en mission, ou en exercice? À Pearl Harbor. Est-ce qu'il sera à Pearl Harbor au moment du bombardement japonais 15 ans plus tard? Non, parce qu'à ce moment-là, il était revenu pour révision ou flashance en Californie. N'empêche que il fera toute la Seconde Guerre mondiale, le Saratoga. C'est un vaisseau quasiment historique de l'histoire de la marine américaine. Et petit PDF, ça, moi, évidemment, c'est le plaisir. Il suffit de chercher. Le problème d'Internet, c'est que tu as toute la botte de foin. Tu sais qu'il y a plein de petites aiguilles, mais tu sais pas laquelle c'est ta bonne aiguille. Mais quand tu cherches une aiguille, le lancement du Saratoga à Camden, New Jersey, le 8 avril 1925.
ou le 7, puisque c'était hier, puisque c'est dans le journal aujourd'hui. Qu'est-ce que tu trouves? De magnifiques images avec le lancement du bateau et tout l'équipage là en bon ordre sur la grande piste d'atterrissage, la cabine décalée. C'est effectivement un vaisseau historique. On voit là donc les grands bâtiments de construction avec la rampe de lancement. Et même sur cette photo, c'est une photo prise d'avion, juste dans le fond, il y a un deuxième petit biplan, un petit biplan hydravion. Et c'est ce petit biplan hydravion où il y a une autre équipe de photographes aériens. Et ça aussi, ce genre de petits détails, c'est nouveau. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme article? Studebaker fabrique des cars. Voilà, à quoi ça ressemble les bus Studebaker? C'est aussi le moment où on commence à faire, vous savez, ces gros bus jaunes là qui continuent toujours aujourd'hui. Alors évidemment, on les a un peu modernisés, mais le un peu, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. En tout cas, cette ligne là, par laquelle là vont s'inventer ces fameux bus jaunes de transport scolaire, Studebaker, quel mot, Studebaker. Studebaker en fabrique maintenant 600 par jour. Et est-ce que dans Lovecraft, vous connaissez pas une histoire d'autobus? Peut-être. Imaginez que vous soyez à Newburyport, dans le Massachusetts, et que de Newburyport, vous vouliez revenir à Arkham. Arkham, c'est le nom de fiction de Providence. Mais que comme vous êtes étudiant et pas très bien argenté, quelqu'un vous chuchote que oui, si vous prenez ce vieux bus qui passe par Innsmouth, alors vous paierez bien moins cher pour revenir à Providence. Tout commence avec l'embarquement dans le bus. Les rides du chauffeur, dont les épaules et le cou forment un seul bloc, et ce regard un peu vitreux et fixe qu'il vous lance quand il se retourne. L'avez-vous déjà pris, le bus d'Innsmouth? Est-ce que le bus d'Innsmouth était de marque Studebaker? Probablement. Et puis une publicité chaussettes. Ouais, parce que là, il nous bassine avec ses chaussettes. Voilà, assez pour aujourd'hui, puisque c'était 2 jours ensemble. Mais on a eu le Saratoga, on a eu le Reader's Digest, puis la pêche pour continuer. Ça fait du bien aussi de s'arrêter une journée avant de repartir dans la machine. D'accord? À demain.